Et donc, dernière vidéo du chapitre sur le commerce international et dernier argument pour illustrer la notion de compétitivité hors prix. Après avoir vu l'importance de l'innovation et du marketing dans les choix de localisation des firmes pour améliorer leur compétitivité hors prix, il y a une autre variable importante à tenir, dont l'entreprise doit tenir compte, c'est la proximité avec les consommateurs. On va voir comment est-ce que cette proximité géographique permet de doper, pourrait-on dire, la compétitivité hors prix des entreprises. On y va. Donc d'autre part, une firme peut améliorer sa compétitivité hors prix en adoptant une localisation de ses activités au plus près de la demande, afin d'être plus réactive et d'adapter son offre au goût du consommateur. Alors, développons un peu cet argument qui est un double, hein. En effet, la firme peut se distinguer de ses concurrents en jouant sur la proximité avec le consommateur. Cette proximité géographique procure de nombreux avantages à la firme. Donc on va lister quelques avantages. Elle peut connaître au mieux les goûts du consommateur, ce qui ne serait probablement pas le cas si elle était implantée loin du marché. Alors, je m'arrête 2 secondes ici. Effectivement, si par exemple vous êtes une firme et que votre marché cible, c'est les pays asiatiques, et que vous êtes une entreprise française, les pays asiatiques, ils ont une culture, ils ont des goûts qui sont probablement très différents des goûts européens. Et à moins d'être sur place directement, d'être en contact permanent avec, on va dire, l'ambiance locale, les goûts locaux des consommateurs, il y a peu de chances que vous deviniez tout seul ce qu'ils attendent et ce qui leur plaira. Le seul moyen de savoir ce qui leur plaira, ces consommateurs, c'est d'être sur place et d'être au plus près d'eux pour avoir connaissance de leur culture et de leur goût. Donc une entreprise qui ne veut pas se localiser proche des consommateurs prend le risque de ne jamais comprendre ce qu'ils veulent et de ne jamais vendre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un avantage considérable d'être proche des consommateurs, c'est tout simplement de mieux deviner ce qu'ils veulent si vous voulez réussir à vendre. Deuxième idée, hein, c'est que la firme peut aussi améliorer sa compétitivité hors prix en proposant des délais de livraison ou alors des délais d'échange de produits. Pensez aux chaussures de la mauvaise taille qu'on renvoie aux vendeurs ou des vêtements. Donc des délais très courts, très très courts. Parce que la production est réalisée à proximité des consommateurs. De la même façon, cette proximité avec les consommateurs permet d'assurer un service après-vente très rapide. Vous avez un défaut sur votre produit, quelque chose qui ne marche pas, hop, vous allez voir le service après-vente qui reprennent votre produit, le réparent, le renvoient, le récupèrent. Tout ça, ça se fait très vite. C'est un argument de poids pour la compétitivité hors prix. Si vous achetez un ordinateur très peu cher, mais que s'il est en panne, et vous êtes privé de l'ordinateur pendant 3 mois, le temps qu'il aille à l'autre bout du monde, qu'il soit réparé et qu'il revienne, ça va peut-être vous faire réfléchir. Vous allez peut-être préférer payer un peu plus cher pour un produit plus local parce que vous savez que vous en serez pas privé très longtemps. Donc ça, c'est un argument pour être proche des consommateurs que de réduire les délais pour tout ce qui est voilà, livraison, retour de magasin, SAV. Et ça fait donc le service après-vente efficace et rapide, ça fait partie des caractéristiques de la compétitivité hors prix, hein. Si vous reprenez la définition, il y a service après-vente, il y a délai de livraison, hein. Ensuite, l'entreprise peut également être plus réactive que ses concurrents concernant les effets de mode. Ça rejoint un peu la question des goûts. Une entreprise qui est proche de ses consommateurs, elle pourra non seulement connaître leur goût, mais elle sera la première au courant quand la mode change et saisir ces effets de mode au rebond en proposant tout de suite une production adaptée à ce que les consommateurs veulent. Et donc, si vous êtes trop loin, bah, le temps que vous produisiez et que vous arriviez sur le marché, la mode a déjà changé et c'est trop tard, vous ne vendrez rien. Donc, il n'y a que les entreprises proches des consommateurs qui peuvent s'adapter à leur goût et à l'évolution de leur goût très rapidement. Alors, c'est ce que je dis ici de manière rédigée. Les goûts des consommateurs étant très volatiles, volatile, voilà, ça veut dire que c'est très fluctuant, ça bouge, hein. La firme la plus proche aura plus de chances de gagner des parts de marché car elle sera la première à satisfaire la demande. Euh, alors un exemple qui colle très bien avec cette idée. Donc l'entreprise Zara, donc Zara que vous connaissez bien, hein, qui fabrique des vêtements, se caractérise par une très grande réactivité dans la conception et la production de ses vêtements.
Cela s'explique par le choix de cette entreprise de regrouper toutes les étapes du processus de production, depuis par exemple la conception, hein, le design, le fait d'imaginer, de concevoir un vêtement nouveau, la production. Produire le vêtement, ça veut dire fabriquer voilà, les fils, les tisser, teindre les tissus, les découper, les coudre. Tout ça, c'est les étapes du processus de production. La distribution, c'est-à-dire tout ce qui concerne la logistique, comment est-ce que vous allez répartir les différents produits, les envoyer dans les différents magasins. Il y a des gens qui réfléchissent à ça. Comment est-ce qu'on va répartir, faire transiter la marchandise jusqu'au consommateur final. Donc toutes ces étapes hein, sont pour Zara hein, définies dans un périmètre géographique relativement restreint dans la région de la Corogne. Donc, la Corogne, c'est une ville en Espagne, au nord-ouest de l'Espagne, dans la région de la Galice. Donc tout ça est très proche et ça permet, cette organisation hein, serait centralisée autour du siège social, ça permet à la marque de réduire drastiquement ses délais de production. Et donc ça, c'est vraiment très important. Ça permet de baisser les délais de production. La mise en vente d'un nouveau vêtement, par exemple, si on prend depuis la conception jusqu'à la mise en vente sur le marché, eh bien pour Zara, ça va mettre 2 mois. En 2 mois, le vêtement nouveau est présent sur les étals des magasins. Alors que pour des concurrents sur le segment, vous voyez, vêtements prêt-à-porter pas trop cher, comme H&M ou Gap, bah, ces entreprises-là, elles auront besoin d'au moins 6 ou 7 mois pour arriver à produire un nouveau vêtement. Pourquoi est-ce que c'est plus long? Bah parce qu'il y a des délais de livraison, de coordination, parce que la production de Gap et H&M, bien qu'elle soit moins chère, eh bien, elle est forcément disséminée dans plusieurs pays, en fonction des avantages comparatifs. Eux, ils sont sur la compétitivité prix, eux. D'accord? Mais le problème de ça, c'est que pour avoir des pays où la main-d'œuvre est peu chère, bah, faut aller loin, faut aller jusqu'en Asie. Donc ça prend du temps d'envoyer les marchandises, les matières premières, de rapatrier la production. Tout ça fait que c'est beaucoup plus long. Et donc qui est-ce qui gagne finalement dans cette guerre commerciale? Bah, c'est Zara, puisque comme ils sont plus rapides, eh bien, ils peuvent se distinguer de leurs concurrents en renouvelant leur collection beaucoup plus souvent. Il y a des nouveaux vêtements plus fréquemment chez Zara. Et donc ça fidélise les consommateurs, ça, cette nouveauté plus régulière, parce qu'ils viennent voir les dernières nouveautés. Au lieu de se dire, bon bah voilà, je suis allé chez H&M, bah, j'ai vu la collection, bon bah j'y retournerai dans 6 mois quand ce sera la collection de automne-hiver. Et bah chez Zara, c'est plus fréquent les changements de vêtements. Donc ils vont plus souvent voir les nouveaux produits. C'est comme ça que Zara arrive à maintenir une position leader dans le domaine du prêt-à-porter. Voilà, donc on a terminé pour cette partie-là. Avant de terminer cette vidéo, je voulais juste vous donner un nouvel argument dans une partie du chapitre. Je suis tombé dessus je suis retombé dessus un peu plus tard et je voulais vous le donner. C'est dans les inconvénients du libre-échange. Alors, hop, les inconvénients du libre-échange. Voilà. Vous avez eu ça, d'accord? Et, attendez, oui c'est ça, oui c'est ça. Et après vous avez eu ça. Et maintenant, voilà, je vous donne cet argument-là en plus, qui en fait ressemble au premier. Le premier était très théorique, puisque en fait ça s'appuyait sur la théorie d'HOS. Là, cet exemple-là, cet argument-là est un peu plus illustré par des chiffres. Donc vous essayerez de faire un mix de ces deux arguments pour faire un paragraphe AEI qui va bien. Alors je vous le dis. Donc le libre-échange couplé à une liberté de circulation des capitaux peut avoir des effets négatifs sur les travailleurs peu qualifiés des pays développés. En effet, la compétitivité de la main-d'œuvre chinoise, qui est donc abondante et peu coûteuse, favorise l'emploi dans ce pays et provoque du chômage pour les travailleurs peu qualifiés des pays développés, notamment européens. Cela s'explique par l'importance croissante des délocalisations, mais aussi par le fait que nombre d'entreprises s'installent directement dans les pays asiatiques, ce qui ne constitue pas une délocalisation, mais pénalise les potentielles créations d'emplois dans les pays développés européens. Donc là, je fais une remarque rapidement. On a parlé des délocalisations. J'ai dit que c'était marginal. Effectivement, les délocalisations, c'est une part relativement faible des investissements directs à l'étranger. Et on incrimine souvent tout le chômage industriel aux délocalisations. Mais en fait, c'est un peu plus subtil que ça.
C'est-à-dire que si en France il y a beaucoup de chômage dans les régions anciennement industrielles, c'est parce qu'il n'y a plus d'entreprises industrielles qui se créent dans ces régions, et parce que quand on crée désormais une nouvelle entreprise, on la crée directement dans le pays où la main-d'œuvre est peu chère. Donc, au lieu de la créer en France comme avant pour créer des emplois, ces entreprises ne se créent plus et sont créées directement dans les pays à bas coût. Et c'est pour ça que il y a des problèmes d'emploi dans les régions anciennement industrielles. Mais qu'en même temps, il n'y a pas forcément beaucoup de délocalisation. Donc en fait, ces deux éléments sont presque similaires. C'est juste une affaire de définition qui fait que délocalisation, il y en a relativement peu. Mais le problème d'ensemble, c'est qu'il n'y a plus d'emplois industriels qui se créent en France. Voilà. Parce qu'ils se créent directement à l'étranger, dans les pays à bas coût. Alors un exemple pour illustrer cette idée-là, parce que c'est ce qui vous manque le plus dans ce genre de chapitre, c'est des exemples précis. Donc vous avez une étude économique réalisée par la Banque de France qui montre qu'entre 2001 et 2007, donc ils ont fait une étude sur 6 ans, les importations chinoises, alors c'est les importations, c'est-à-dire le fait que la France importe des produits venant de Chine, d'accord. Je répète, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hein, les importations provenant de Chine, hein, c'est nous qui importons des produits fabriqués en Chine, ces importations ont été responsables de la disparition de 90 000 emplois dans les régions françaises où se situent des activités manufacturières, c'est-à-dire des activités d'usine où on fabrique des choses en usine. Donc ces 90 000 emplois représentent 13% de la baisse totale d'emplois sur la période. Ça veut dire que en 6 ans, l'emploi a baissé dans cette région, mais cette baisse, il y a 13% de la baisse qui provient des importations de produits chinois. Donc je reformule l'idée, hein, c'est simple, hein, c'est au lieu de fabriquer en France, et donc de donner de l'emploi à des travailleurs français, on fait tout faire en Chine pour moins cher, mais ce faisant, les emplois qu'on perd, eh bien, c'est parce qu'on importe ce qui est fabriqué en Chine. Donc, ces importations, le fait qu'on puisse importer des produits fabriqués loin, qui sont responsables de la disparition des emplois dans certaines régions de France, bah, ça représente 13%, d'après cette étude, de la baisse, 13% des pertes d'emplois sur la période. Et on peut ajouter, hein, pour noircir encore un peu plus le tableau, sachant que ces emplois perdus étaient à l'origine de dépenses de consommation, effectivement, les gens qui avaient un emploi avant, c'est des travailleurs, mais c'est aussi des consommateurs. Donc ils dépensaient leur salaire. C'était de la demande aussi. Donc le fait qu'il y ait des emplois de perdus, ça fait qu'il y a une baisse de la demande dans ces régions-là, ce qui conduit également à des destructions d'emplois d'entreprises qui ne sont pas liées au secteur manufacturier. Les artisans, les commerçants, c'est des activités qui elles-mêmes avant existaient parce qu'il y avait de la demande, parce qu'il y avait des employés qui avaient des salaires à dépenser. Donc vous pouvez rajouter aux 90 000 emplois perdus dans le secteur manufacturier 190 000 emplois perdus dans d'autres secteurs en raison de la baisse de la demande liée aux pertes d'emplois. Donc vous voyez, hein, la mondialisation et la spécialisation a bien des effets négatifs sur les consommateurs qui sont aussi des travailleurs, puisque faire ailleurs, eh bien, ça tue les emplois dans les régions anciennement industrielles, et ces emplois manifestement ne reviennent pas. Voilà. À moins évidemment que les travailleurs ne se déplacent vers d'autres régions, ne se reforment dans des secteurs où il y a du travail. Mais bon, c'est pas forcément donné à tout le monde de se reformer, passer un certain âge. Bon voilà, allez, on va arrêter. Donc, écoutez, on a terminé pour ce chapitre. J'espère que ça vous aide, ces vidéos. Donc, n'hésitez pas à mettre, je ne vais pas faire le youtubeur, mais n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, ou même des petits commentaires, sympa, ça fait plaisir. Et même à poser des questions dans les commentaires si vous voulez que j'y réponde. Comme ça, ou à envoyer un mail si vous voulez voilà, pour que je réponde à vos questions si vous en avez. Bien que j'espère essayer d'éviter tout malentendu en faisant des vidéos en plus du cours tapé. Voilà. On continuera donc dans la prochaine vidéo avec un nouveau chapitre de sociologie sur le lien social. Voilà. À plus tard.